145 territoires, 26 provinces, avec plus de 30 cours d'eau qui se jettent tous dans le majestueux fleuve Congo, long de 4770 km. La RDC, c'est le pays de la grandeur. C'est de cela qui sera question au cours de cette émission qui est la vôtre, Notre Congo LM. Bonjour, fidèles téléspectateurs, où que vous soyez. Nous allons vous tenir compagnie ce jour en compagnie de Daniel Kazinampoyi, à qui je dis bonjour. Ouais, salut Marie-Renze, tu sais comment ça va? Très bien. Daniel, je me porte très bien. Ok. Et ton sourire dit que de ton côté, ça va aussi très bien. Ouais, tout est communication. Alors, bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui, en ce mardi 22 août 2023. J'ai aimé, Marie-Reine, tu as montré comment la République démocratique du Congo a à peu près 145 territoires, à peu près 26 provinces. C'est la raison pour laquelle, pour aujourd'hui, nous faisons focus sur cette province de la Chuapa qui a comme chef-lieu Boende avec une superficie de 132 957 km². La langue parlée sur le Lingala. La province est chapeautée par le gouverneur Bongonko Ipancas, secondé par le vice-gouverneur Elesse Liangi, qui était tout ça que nous saluons en passant. Et parmi les 145 territoires que tu venais de donner, Marie-Reine, la province, n'est-ce pas, de la Chuapa en a 6, en l'occurrence, Befale, Djolu, Boende, Bokungui, qui est là également Monkoto. Donc vraiment, c'est ça la fierté de notre Congo. La fierté de notre Congo, nous sommes le 22 août et c'est quelle fête? Daniel? Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, l'église Notre Mère commémore cette mémoire, n'est-ce pas, de la Vierge Marie-Reine, n'est-ce pas? Là, je vois déjà Marie-Reine. Donc là, c'est ton jour. C'est institué depuis 1954 par le pape Pie XII. Et là, on nous donne d'ailleurs 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Juge 6, 11 à 24. Psaume 84 ou 85, le 9e verset, puis du 11e au 14e verset, et enfin Matthieu 19, 23 à 30. Et là, nous avons ces 2 prénoms que nous célébrons aujourd'hui, Marie-Reine. Fabrice et Fabricien. Aujourd'hui, c'est à moi de te poser la question, Daniel. Connais-tu Fabrice? Oui, Fabrice Nkouba. Fabricien. Oui, bon, Fabrice Nkouba, oui, elle a mis de longue date depuis l'IFASIC. Et Fabricien, bon... Là, je crois que Fabricien, non. Mais Fabrice, oui. Ok, c'est déjà bon pour toi, Fabrice. Daniel, aujourd'hui, c'est également la journée internationale de commémoration des personnes victimes des violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Nous allons en parler au cours d'une chronique qui nous sera présentée sur ce plateau par la merveilleuse Gloria Momat. Je dis tout de suite bonjour Gloria. Bonjour Marie-Reine. Et bonjour sans plus Daniel tarder, salut Gloria. Sans plus tarder, tu peux nous expliquer ce qu'il en est de cette journée? En fait, c'est la journée internationale des commémorations des personnes victimes des violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Commémorée chaque 22 août de l'année depuis 2019 par l'Organisation des Nations Unies pour réitérer la nécessité d'apporter davantage l'appui et l'assistance aux personnes victimes des violences en raison de leur conviction. Les actes de violence explicitement déplorés sont non seulement ceux dirigés contre les personnes, mais aussi contre leur domicile, leurs entreprises, leurs biens, leurs écoles, leurs centres culturels et leurs lieux de culte. En cette période des conflits armés et des crises humanitaires dans le monde entier, des personnes, dont celles appartenant à des groupes minoritaires, continuent à faire l'objet de discriminations, d'être persécutés, tués, détenus, expulsés ou déplacés de force à cause de leurs convictions humanistes. La journée d'aujourd'hui est l'occasion d'attirer l'attention sur leur situation. Au sens strict, une minorité religieuse est un groupe de personnes qui, sur un territoire précis, a une religion qui n'est pas de la majorité de la population. C'est par exemple le cas des musulmans, des juifs ou des bouddhistes en France ou aux États-Unis. On considère qu'environ un quart d'habitants environ un quart d'habitants qui vivent en situation de minorité religieuse. En Asie, des pays en caractère musulman, il est difficile aux chrétiens de pratiquer leur foi. Pour cette cause, certains sont même martyrisés. Pour l'Afrique, dans sa partie nord, le christianisme reste très minoritaire, mais est devenu la religion la plus pratiquée par l'Afrique subsaharienne avec 63% devant l'islam, avec 30% et les religions traditionnelles. Pour la RDC, la religion dominante
et le christianisme, donc 45,8% pour l'Église catholique et 39,1% des protestants, suivis de l'islam avec 12,1% et 5% pour les autres religions. Notons que l'Organisation des Nations Unies a lancé un message selon lequel toute personne devrait se voir garantir le droit d'avoir ou de ne pas avoir, de choisir ou de changer, de pratiquer et de manifester une religion, ainsi que de ne pas subir des discriminations ou des contraintes. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur cette journée, Marie-Reine. Merci beaucoup, Gloria Momat. Merci. Là, tu nous as fait une chronique sur la journée internationale des commémorations des personnes victimes des violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Et que penses-tu de notre pays, la RDC? Y a-t-il des personnes qui sont victimes de violences par rapport à leur conviction ou leur religion? Ici, en RDC, en tout cas, tout le monde est libre de choisir en tout cas sa religion, en tout cas. Il n'y a pas de... Nous avons un pays de la liberté, Daniel Kazinompoyi. Oui, tout à fait. La République démocratique du Congo est un pays laïque. J'ai aimé, n'est-ce pas, la chronique de Gloria Momat, parce qu'elle est en train de nous parler qu'à peu près un quart, n'est-ce pas, de la population se retrouve en situation minoritaire, n'est-ce pas, de religion. Et lorsque nous prenons le cas de la République démocratique du Congo, où tu nous parles que c'est le christianisme qui bat le record, et également à peu près 45,8%, n'est-ce pas, des catholiques, 39,1% pour les protestants. Oui, Voilà. et pour l'islam. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Donc j'ai aimé vraiment cette recherche de Gloria Momat, donc chapeau bas elle. Félicitations Gloria Momat. Ce que nous retenons de la RDC, c'est que nous sommes un pays libre. Nous félicitons notre chef de l'État qui fait un effort pour que tout le monde soit libre de pratiquer sa religion ou d'exprimer ses convictions. Récemment d'ailleurs, lorsqu'il y a l'opposition qui fait des marches dans notre pays, il y a 0 mort, il n'y a pas de violence à leur égard. C'est-à-dire qu'ils peuvent affirmer leurs convictions sans se sentir en danger. Alors aujourd'hui, Daniel, quel est le menu que nous allons proposer à tous ceux qui nous suivent à travers le monde? Tout à fait, un menu, n'est-ce pas, très alléchant. Nous allons commencer avec l'élément, n'est-ce pas, de Boma par rapport à cette grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise en général, en particulier de notre Congo LM, qui était dans le Congo central. Nous allons faire un focus, n'est-ce pas, sur l'hôpital Croix-Rouge. Là, nous sommes à Boma, dans la province, n'est-ce pas, du Congo central. Deuxième élément, nous faisons également, n'est-ce pas, un zoom sur les cliniques universitaires. La signature bien contrôlée, Marie-Reine Nzeba Chiswaka. Gros plan qui sera également de la partie, avec Laurent Mundemba, le patron, n'est-ce pas, de fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Et aujourd'hui, c'est la 3e et dernière partie. Et également, nous terminerons par l'évasion. Là, nous prenons la chanson, n'est-ce pas, de Michel Hardy Bakenda Kalonji. Cette chanson intitulée Bolamu Elekebele. C'est par rapport à cet anniversaire de Marie-Reine Nzeba Chiswaka. Je profite de l'occasion pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et également, tout ce qui fait à travers le monde. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur le menu du jour. Merci beaucoup Daniel. Nous aurons également sur ce plateau, comme à l'accoutumée, à côté de votre menu habituel, des invités. M. Okolo Balabor de l'ISIPA sera de la partie pour parler de la rentrée académique. Il sera accompagné de quelques étudiants qui vont venir présenter leur invention, leur création. Nous aurons également Isaac Ngwenza qui est devenu un accoutumé des nôtres. Il est consultant dans notre Congo LM. Il va parler du bien fondé de la nomination des gouverneurs. Monsieur Jean Nzadi reviendra sur ce plateau pour parler de la protection des biens civils et de l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise. Et également, d'autres invités feront partie de cette émission Notre Congo de ce jour. Merci beaucoup Gloria pour ta très belle chronique. J'ai mis du temps à te dire au revoir. Merci, mais permettez-moi quand même de te souhaiter joyeux anniversaire quand même. Ah, sur le plateau, mais merci beaucoup Gloria, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. C'était une très bonne chronique et les téléspectateurs ont beaucoup appris sur cette journée internationale de commémoration des personnes victimes des violences en raison de leur religion et de leurs convictions. Sans plus tarder, nous allons décoller Daniel Kazinompoyi en proposant à nos téléspectateurs. Voilà l'élément de Boma, donc zoom sur l'hôpital Croix-Rouge. Suivons. Papa Fuli Bose, directeur na RTNC. Jamote kyangu papa, mwene Sarifu Kanyonga. Big Rouge,
Bonjour fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes à la clinique Croix-Rouge de Boma. La clinique était uniquement réservée aux Blancs, mais depuis le fil à aiguille, la Croix-Rouge a plusieurs missions aujourd'hui en République démocratique du Congo, dont prévenir les maladies, soulager les souffrances et améliorer les conditions des populations vulnérables sans tenir compte de la race, de la religion et encore de l'appartenance politique. Nous sommes là. Et pour ce faire, pour bien découvrir ce qui se passe au sein de cette clinique de la Croix-Rouge de Boma, je vais inviter autour de moi l'AG qui est en charge du patrimoine, que je vais inviter sans plus tarder. Elle fait son entrée. Voilà, bonjour madame. Bonjour maman. Vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs? Je suis AG Malonda Mbenza, Virginie, chargée du patrimoine de la clinique Croix-Rouge. En bon, la clinique en question que vous venez de visiter, c'est une clinique qui a été créée en 1930 par les Belges. Et puis en 1985, on a donné la gestion aux sœurs franciscaines. Les sœurs franciscaines, enfin, comme les sœurs franciscaines eux-mêmes ne parvenaient pas à gérer la clinique, ils ont enfin donné la gestion de la clinique auprès de l'État. La clinique en question a 4 services. La médecine interne, la pédiatrie, la chirurgie et puis la gynéco-obstétrique. Et puis, en 2019, la clinique était sélectionnée parmi des hôpitaux qui recevaient les malades Covid. Nous étions sélectionnés en 2019. Jusqu'à présent, il y a des chambres que vous allez voir qui sont là pour recevoir les cas de Covid. Il y a encore des cas ici, madame Virginie? Bon, pour le moment, il n'y a pas de cas de Covid. Il n'y en a plus. Oui, il n'y en a plus. La capacité d'accueil? La capacité d'accueil, c'est 60 lits. 60 lits. Malgré la clinique fonctionne, mais on a un peu de difficultés. Si nous parlons de l'histoire de la clinique était là où le premier président du Congo s'est rendu l'âme. C'était en 1968. Mais jusqu'à présent, nous voyons comme si cette clinique est un peu oubliée. Abandonnée. Oui. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment de subsides qui viennent ailleurs. Donc, vraiment, la clinique est vraiment oubliée. C'est pour cela que nous sollicitons aux autorités de songer un peu à cette clinique. Donc la clinique qui fait la fierté, qui est historique par rapport au départ du premier président. Songer à nous pour nous donner un peu de matériel parce que vraiment des matériels sont vraiment archaïques. D'autres matériels, il n'y a plus moyen de l'utiliser. Donc presque les chambres sont vides. Il n'y a pas vraiment de matériel. Il n'y a plus de lits, de malades, de salles d'op. Oui, c'est vraiment moins équipé. Ce n'est pas du tout équipé. Donc le service qui est le plus fonctionnel, c'est la maternité? C'est la maternité, oui, c'est la maternité. Mais d'autres services, vraiment, en tout cas... On a besoin de matériel. On a besoin de matériel. La pédiatrie, ça va aussi? La pédiatrie, donc tous les services, on a besoin de matériel. Dans tous les services. On a besoin de dons. Si vous allez songer à nous, vraiment, ça sera vraiment les bienvenus. Maman âgée, message que vous avez dit, Congo na français na lingala na monokoni n'a pas français. Oyo peza oyo ko lobela batu pour comprendre que en Congo. Clinique Croix-Rouge, il y a que clinique Fouilaka premier président, il y a Congo. Quoi qu'on ait en Fouilaka, mais clinique est vraiment abandonnée. Mais que baraka pédia ba aide v. Ba aide que soje que ku doter ba clinique yankaka, mais parmi ba clinique il y a besoin d'aide, en tout cas clinique Croix-Rouge bete fana pédia oublié. Il y a où bete na kulomba na chef de l'État ani kanisi na beto na clinique Croix-Rouge ani doter beto ba matériel. On a des machines qu'on utilise avec la main.
on a besoin des ordinateurs, donc on a besoin des appareils, donc des appareils modernes. En fait l'hôpital. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut voir justement la chambre, chambre pas 8? de problème, on peut aller voir. Voilà, alors avec, si je suis en harmonie avec le caméraman, ben, nous allons avancer vers cette chambre. Oui, oui, pas de problème. Je suis après vous. Papa Elden na Kichuka, Mona Peni Kakaja. Papa Jimba Sembai. Maître Kelas na Kichuka. Zola Bayombia. Kabetu Betuti et maître. Jimba. Nazali Kobenga yo papa. Salisa biso boyo. Alors, maman Angé, au charge du patrimoine de la clinique, nous sommes finalement entrés dans la fameuse chambre 8 où vous avez annoncé aux téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, c'est la chambre où le premier président a eu à rendre l'âme. Oui, 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 oui. C'est la chambre en question où le premier président de la République avait rendu l'âme. Donc c'est ici, fidèles téléspectateurs, dans cette note quand même assez triste parce que voir cela c'est émouvant, j'en ai même la chair de poule, c'est sur cette note que nous disons merci de votre fidélité. Nous remercions infiniment Madame Virginie qui est âgée en charge du patrimoine de la clinique Croix-Rouge de nous avoir aidé à faire cette visite et arriver dans cette chambre historique. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup Virginie Lokende pour ta très belle présentation de cet hôpital Croix-Rouge de Boma. Là, c'est dans la province du Congo central. Nous pensons à votre voyage pour faire des reportages parce que notre Congo, elle veut parler de toute la RDC dans sa globalité. Et cet hôpital a un caractère historique parce que c'est là qu'a rendu l'âme le premier président de la République démocratique du Congo, son Excellence le président M. Joseph Kasavubu. Alors, il a occupé la chambre 8. Cet hôpital qui n'est pas en bon état, qui est en état de délabrement très avancé, mérite d'être pris en charge. Il faudrait équiper l'hôpital avec un plateau technique adéquat parce que ce type d'hôpital peut être utilisé pour le tourisme. Daniel Kazinompoï, qu'en penses-tu? Voilà, tout à fait. C'est une interpellation. Je crois que le gouvernement provincial, chapeauté par le gouverneur Ndungi dit, n'est-ce pas, qui chapeaute, n'est-ce pas, cette province, est interpellé également le gouvernement central. N'est-ce pas, le ministre de la Santé, qui représente ce secteur, sont dans l'obligation quand même de tout faire pour que, n'est-ce pas, cet hôpital puisse répondre dans les normes. Parce que la dame qui est intervenue au micro de Virginie Lofembe l'a dit clairement que le monde est en train d'évoluer pendant qu'il continue à utiliser des dactylos jusqu'à nos jours, alors que nous sommes à l'ère des ordinateurs. Donc il serait bon de tout faire. Et également dans le secteur touristique, je crois que c'est du bien. Chaque fois que nous recevons des touristes ici, une fois qu'ils parvenaient à passer là-bas, ils seront toujours curieux de voir, comme tu l'as dit, la chambre 8 où a rendu l'âme le tout premier président de la République démocratique du Congo. Je citais Joseph Kasavubu. Je crois qu'il serait bon qu'on nous parvenions à mieux sauvegarder et ça pourra renflouer la caisse de l'État. Exactement, Daniel, tu l'as dit. J'espère que ton interpellation, notre interpellation, l'interpellation de la RTNC va toucher le cœur des décideurs, de ceux qui peuvent allouer les fonds à la réhabilitation de cet hôpital à caractère historique. Sur ce plateau, Daniel, nous avons un invité, c'est le premier. Oui. Il s'agit d'un habitué de ce plateau que nos téléspectateurs connaissent sûrement, Monsieur Okoloba Labor, à qui je dis bonjour. Bonjour. Monsieur Okoloba Labor n'est plus à présenter. Il est secrétaire administratif de l'ISIPA. Ouais. Voilà. Bonjour Monsieur Okoloba Labor. Bonjour maman. Il est en principe avec, il sera là, il va nous, tout à l'heure avec des étudiants. On est en train de mettre en place tout le système qui vont nous présenter une création. Ouais. L'ISIPA réveille le génie créateur des jeunes. Et là nous l'avons remarqué. Alors bonjour Monsieur Okoloba. Bonjour madame. Monsieur Okoloba Labor, avec vous, nous allons aborder l'aspect de la rentrée académique. Alors, dites-nous comment ça s'organise à l'ISIPA, cette rentrée académique 2023-2024. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau et féliciter la DG de la RTNC, Madame Sylvie Lingeni Moulay, puisque j'ai vu qu'il y a des profonds changements. Nous sommes passés à la salle de beauté.
avant de passer sur le plateau. Donc, ce sont des innovations. Ce sont des innovations. On est revenu aux meilleures habitudes. Je pense que c'est ça touche. Je vois qu'il y a des micros neufs, des tympans. Les retombées positives de la francophonie. Du 9e jeu de la francophonie. C'est dans les actifs de madame. Madame a toute une équipe, M. Okolo Labor. Permettez-nous de préciser qu'il travaille en équipe. Il y a un comité de gestion. Il y a madame le DG, il y a le PCA et puis il y a le DGA. Voilà. Ils sont tous à féliciter. Voilà. Et même, je pense que même le ministère aussi. Voilà, le ministère de tutelle. Bon, on ne pourra pas non plus ne pas citer le nom du chef de l'État, puisque c'est la RTNT, c'est le miroir de la RTNT. Vraiment, félicitations à tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont dans la musique, des personnes visibles ou invisibles qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, nous nous préparons pour la rentrée académique qui est fixée au 14 octobre à l'ISIPA. Déjà, il y a eu publication des résultats des examens d'État. Je félicite également tous les élèves qui ont réussi. C'est que les résultats continuent à sortir. Et les portes de l'ISIPA sont ouvertes pour les accueillir afin de pouvoir s'occuper de la formation académique. Vous savez que nous organisons des sections sciences informatiques à l'ISIPA. Nous avons la gestion financière. Nous avons également la communication numérique qui est le cadet de nos départements. Nous sommes à travers la ville de Kinshasa, dans la commune de Lingwala, de Bandalungwa et de Matete. À Matete, nous sommes à Isipa sur Kunda, nous sommes à Isipa Chaoumba, nous sommes à Isipa Mouchi, nous sommes également à Kitega. On n'oublie pas non plus Isipa Matadi qui est fonctionnel. D'ailleurs, Isipa Matadi a un home qui est déjà opérationnel depuis l'année passée. Évidemment, les travaux ne sont pas complètement terminés, mais cette année, nous allons achever tous ces travaux. Et les étudiants qui viennent d'ailleurs, des Mwanda, même de l'Angola, des contrées lointaines de Matadi pourraient facilement être logés pour étudier dans les meilleures conditions possibles. Voilà, alors M. Okolo Labor, je crois que nous profitons de l'occasion pour saluer la Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, de l'ISIPA. J'ai cité Mme Rufine Louyeye qui est en train de nous suivre présentement. Alors, où en sommes-nous avec la construction de l'ISIPA Mouchi? La construction va bon train. Nous avons pratiquement achevé l'amphithéâtre. Cet amphithéâtre qui va recevoir la collation des grades académiques, mais également d'autres manifestations, puisque cet amphithéâtre a une capacité d'accueil de 1000 personnes, c'est gigantesque. Et puis nous sommes en train de construire un nouveau bâtiment de 4 niveaux à Mouchi. Le rez-de-chaussée est déjà fini, une partie du rez-de-chaussée. Nous sommes en train d'entamer la deuxième partie du rez-de-chaussée de l'autre bâtiment. D'ailleurs, je vais inviter la caméra de la RTNT, particulièrement de notre Congo, et faire un tour à Isipa Mouchi pour voir ces travaux. Hein. C'est un grand investissement, c'est sur fonds propres. Hein. Je rappelle que Mme Rufine, lui, depuis qu'elle a repris le règne de l'ISIPA, depuis la disparition de PDG Martin Kanda de Rose Mémoire, elle est en train de continuer sur la lancée de son mari. Il y a des travaux de grande envergure qui sont faits à ISIPA, à Kinshasa comme à Matadi. Sur le plan scientifique aussi, je vous informe que le secrétaire général académique de ISIPA ainsi que le secrétaire général administratif de ISIPA Matadi se déplacent aujourd'hui. D'ailleurs, leur vol c'est à midi. Ils vont aller en Europe. Ils vont recevoir un prix d'excellence au Portugal, à Lisbonne. Et ils vont profiter de leur séjour pour faire la prospection de nouveaux programmes, des nouveaux matériels qui sont sortis. Parce que vous savez que l'informatique est très très évolutif. Donc si vous n'êtes pas au pas, vous serez en reste. C'est pourquoi chaque année, il y a une délégation qui va en Occident. Si pas pour la formation, c'est pour l'acquisition des matériels, l'acquisition des ouvrages. Donc ils sont là pour ça. Ils vont faire une semaine. Et à leur retour, ils vont faire la restitution. C'est avec tous ces éléments que nous allons mettre en musique pour que nous puissions préparer la rentrée académique. Ok, alors pour les étudiants qui vont dans la personne, vous êtes prêts? Venez, vous allez faire l'entrée chant. Comme ça, nous avons annoncé au début, voilà, au début qu'il devait entrer. M. Okolo Balabor sera accompagné de 2 étudiants parce qu'à l'ISIPA, ils ont cet art de ressortir le génie créateur de la jeunesse. Voilà. Alors nous avons avec nous 2 étudiants qui ont fait une création, une innovation. Ils vont nous en parler eux-mêmes.
juste à côté de moi, il y a M. Israël Mutombo. Il est accompagné de M. Itam. Voilà, M. Israël Mutombo, expliquez-nous qu'est-ce qu'il en est de votre création. Expliquez aux téléspectateurs, hein. C'est là qu'il y a les bailleurs de fonds, c'est là qu'il y a les personnes qui peuvent vous soutenir pour porter cette création, cette innovation à l'échelle mondiale. Okay. D'accord, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole et de m'accueillir encore sur ces beaux plateaux. Alors, nous sommes là encore une fois de plus devant vous pour vous présenter DH Hospital. Alors, c'est une application qui a été conçue d'abord, premièrement, pour soutenir la vision du chef de l'État, comme il avait parlé dans son discours, que les hôpitaux doivent intégrer au numérique. Alors nous avons pensé en tant qu'informaticiens de concevoir cette application. Alors, notre application se nomme Digital Hospital. Dans notre application, nous avons deux secteurs. Nous avons le secteur électronique, là, et le secteur gestion. Alors, je vais expliquer le secteur électronique et mon ami présent va expliquer le secteur gestion. Alors, nous remarquons que dans la plupart des hôpitaux, il y a une négligence de garde malade. Des fois, ils sont absents et tout. Alors, notre application va répondre, va pallier à ces problèmes-là. Comment ? Je suis là, je suis en état d'urgence, j'ai besoin d'urgence, je suis peut-être infirme et tout, et le garde-malade est absent. Je n'ai qu'à appuyer sur mon bouton là, et dans la salle d'urgence, là où se trouvent des infirmiers, il y aura un signal sonore qui sera audible en précisant les noms des malades et l'urgence en question. Alors les infirmiers en charge peuvent... Et aussi le numéro de la chambre. Oui, et aussi les numéros de la chambre. Et les infirmiers peuvent se dépêcher maintenant pour venir à la rescousse. Oui. Alors je vais appuyer. Je sais pas. Besoin d'urgence dans la chambre numéro 1. Là, ça a fait appel aux infirmiers qui sont là présents d'intervenir un peu plus rapidement. Alors, j'aimerais préciser un tout petit peu, notre application va aussi imprimer de factures dans l'hôpital. Et alors, nos factures ne sont pas falsifiables. Vous voyez, deux fois, je peux imprimer un reçu, les gens peuvent scanner cela, puis on modifie le montant. Faire de faux documents. Alors, notre application, dans sa partie gestion, les falsifications seront pratiquement impossibles. D'accord. Alors, rapidement, mon ami va expliquer la partie gestion de l'application. Oui, monsieur Itam, expliquez-nous la partie gestion de l'application. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je ne sais pas si je dois retourner les PC pour permettre... Exactement. Essayez de retourner le PC s'il y a moyen. Ça, je passe de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, ne donnez pas le dos à la caméra. Bon, ça va. Voilà. Placez-vous de cette façon. Voilà. Comme vient de présenter notre cher ami Israël, là, je présente la deuxième partie. Je vais vous mettre de côté parce qu'on a besoin que les téléspectateurs puissent voir si c'est possible. Au cas contraire, on le fera prochainement dans un reportage pour mieux expliquer. Voilà. En fait, dans la partie gestion, en fait, nous avons des types de gestion. Il y a ceux qui se connectent comme clients et d'autres qui se connectent comme serveurs. En fait. Oui. Les serveurs, ce sont les médecins parce que c'est eux qui ont plus de privilèges aux malades et tout. Et les clients, ce sont les personnels médicaux, c'est-à-dire des infirmiers et tout. Voilà, le micro, ça peut vous aider. Voilà. Vous pouvez recommencer dès le début parce que... Voilà la partie gestion de notre logiciel, en fait, se présente sous deux aspects. Le premier aspect d'abord, c'est la partie serveur, comme je venais de le dire. Donc on a plus donné les privilèges aux responsables des hôpitaux, c'est-à-dire des médecins. Et c'est eux qui ont le droit de modifier, de supprimer les dossiers médicaux de certains malades et tout. Et puis la partie cliente, en fait, on l'a donné cela aux autres personnels médicaux, c'est-à-dire des infirmiers.
Donc c'est eux qui sont l'intermédiaire entre les malades et les médecins. Quand un malade se présente par exemple à l'hôpital, il passe d'abord par les services de la réception. C'est à ce moment-là qu'on l'identifie et tout après l'avoir identifié et lui diagnostiquer, faire des premiers soins comme on l'a dit, on envoie directement son dossier médical auprès d'un médecin et tout. Une fois que les dossiers est envoyé directement chez les médecins, les malades, il n'aura qu'à se déplacer au lieu que nous passions sur l'ancien système qui consistait à ce que les malades viennent à l'hôpital, ils attendent, ils passent du temps pour, dans la file d'attente pour acheter une fiche. Là, on crée une fiche, voilà, une fiche de consultation virtuelle, au fait. Une fiche de consultation virtuelle. Donc, je vais vite fait passer par la démonstration. Donc, là, je lance la partie serveur. Comme vous voyez, il y a l'écran d'accueil qui nous dit connectez-vous à votre compte et tout. J'appuie sur suivant. Supposons que je suis un médecin responsable, je suis un serveur, je me connecte, je tape. Bon, attention, sois un peu à côté, hein, parce que depuis les téléspectateurs voient. Ok, allons-y. Je n'aurai qu'à mettre mon login, c'est-à-dire mon nom d'utilisateur. Et par après, je tape mon mot de passe. Et là, je vais appuyer sur connexion. Une fois que j'appuie, vous voyez bien, il y a le changement qui s'est fait. Je vais patienter. Voilà. Là, maintenant, je me suis connecté tant que serveur. Je vais voir tous les services de mon hôpital. Donc, il y a les services ambulance, banque de sang, comptable, morgue. Et comme mon cher ami vient de parler sur les services plus précis d'urgence et tout, je vais me connecter maintenant au service des urgences. Là, j'ai les différents numéros de chambres. Une fois que les malades appuient sur un bouton d'urgence, automatiquement, notre système on a mis une intelligence à l'intérieur. Ça reconnaît directement d'où provient l'appel. Et ça envoie les données via les médecins responsables. Et moi qui suis le médecin, même si j'étais en déplacement de l'hôpital, j'aurai les messages instantanément dans mon téléphone. Et là, je verrai, par exemple, si le message s'agit de la chambre numéro 1, par exemple. Numéro 8, par exemple. Voilà, je me connecte. Là, je vois directement les dossiers médicaux, ou soit les listes des personnes qui sont enregistrées dans cette chambre. Voilà un peu ce que... Donc, s'il y a une réponse que le médecin pourra donner, il pourra réagir aussi à partir de là. Il pourra directement réagir. Ok, donc là, ça facilite dans le cadre du timing. On voit que les choses vont un peu vite. Comme vous venez aussi de parler de l'hôpital qui a réussi notre tout premier président. Donc, ces logiciels aussi, ça sera vraiment... Croix-Rouge de Boma. Voilà, les bienvenus. On peut l'appliquer dans cet hôpital qui peut être utilisé comme hôpital pilote. Voilà, j'espère que le ministre du ministère du numérique, le ministre de la Santé, le ministre de la Recherche scientifique sont en train de suivre ces deux jeunes, M. Israël Moutombo et M. Ekam, qui ont inventé un logiciel, DH Hospital, pour répondre aux cris du chef de l'État qui voulait que les hôpitaux répondent à l'ère du numérique. Alors nous revenons à M. Okoloba Labor. Nous, ça nous a toujours ému de voir ce que vous réveillez, je le disais tout à l'heure, le génie créateur des jeunes Congolais. Parce que ce n'est pas la première fois que vous nous amenez des innovations sur ce plateau. Quel est votre secret, Alizipa? Le secret, c'est le travail. C'est le travail. Vous savez, nous investissons beaucoup pour l'encadrement de la jeunesse. Il suffit de passer un tour à notre salle de machine pour voir combien elle est garnie des ordinateurs, et de passer également à notre laboratoire pour voir tous les composants qu'il y a là-bas. Ça demande de l'argent, ça demande des sacrifices. Voilà notre secret, le travail, le sacrifice. Madame Rufine se donne à fond, en corps et âme, pour que nos étudiants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles. Vous savez, nous avons une responsabilité de pouvoir relever les défis du numérique. Notre pays, parmi les pays africains, était les pionniers dans
l'acquisition du savoir informatique. Souvenez-vous, l'ISIPA, c'est depuis 1975. Évidemment, à l'époque, c'était difficile de pouvoir faire accepter l'informatique comme étant une science faisant partie d'études à l'université. Martin Kahn, à l'époque, s'est évertué à convaincre tout le monde et aujourd'hui, le programme est accepté. Et ces programmes est exécuté par pratiquement toutes les universités de la RDC. Et donc cette responsabilité-là, nous la savons, nous la connaissons. Voilà pourquoi nous la prenons à bras le corps, pour que nous puissions toujours continuer à travailler, pour que notre pays puisse avoir le même niveau que les pays occidentaux. Vous savez, nous avons des jeunes très innovateurs, très intelligents. Malheureusement, le pays n'a pas encore pris conscience de la valeur que regorge notre jeunesse. C'est pourquoi nous passons toujours à la télé pour faire voir ce dont nos jeunes sont capables de faire, pour que les décideurs ne puissent pas toujours avoir des yeux rivés vers l'extérieur. Nous avons des solutions maison, des solutions internes, qui peuvent apporter un plus dans notre évolution numérique. Et donc, je demande aux autorités de faire confiance en ces jeunes, de faire confiance à l'ISIPA. Nous sommes capables de relever ces défis du numérique. Merci beaucoup. Je pense que sur cette note, l'ISIPA est capable de relever le défi de donner une éducation qui réveille la créativité et l'innovation dans la jeunesse congolaise. C'est de cela que nous avons besoin pour le développement de la nation. C'est sur cette note que nous allons dire au revoir à M. Okolo Balabor. Nous le remercions. Je rappelle pour vous, fidèles téléspectateurs, que nous avons reçu sur ce plateau M. Okolo Balabor, secrétaire administratif de l'ISIPA. Il est accompagné de 2 étudiants de génie. Il y a M. Israël Mutombo juste à ma gauche et M. Ekam juste à la droite de Daniel. Merci. Alors Daniel, pour dire au revoir à notre groupe d'invités, qu'est-ce que nous proposons à nos téléspectateurs? Voilà, nous faisons un zoom sur les cliniques universitaires. Signature bien contrôlée, Marie-Reine Bachisoka. C'est bon. Bonne formation afin d'avoir un master après 5 ans. Avec ces 12 départements subdivisés en 2, 3 ou plusieurs services connexes et sa capacité de 648 lits opérationnels, les cliniques universitaires de Kinshasa, CUK en sigle, figurent parmi les plus grandes institutions hospitalières à caractère public de la République démocratique du Congo. Créées en 1957, ces cliniques totalisent 66 ans d'existence à ce jour. Elles fonctionnent sous tutelle de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa pour ce qui est de l'administration des soins. Et pour ce qui est de sa gestion financière, elle est assurée par un comité directeur parmi lesquels le médecin directeur, le docteur Jean-Robert Makulo, et le médecin directeur adjoint, le docteur Bodima Biala, tous 2 éminents professeurs enseignants à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Depuis l'avènement du nouveau comité directeur dans cet établissement sanitaire du pays, il y a visiblement un vent nouveau de rénovation et d'innovation qui souffle. En effet, chacun des 12 départements des cliniques universitaires est bénéficiaire dans l'un ou dans l'autre de ces services, soit de nouvelles acquisitions, soit d'une réhabilitation dans l'un ou plusieurs de ces locaux, avec pour seul objectif assurer une meilleure prise en charge des malades. Tout cela sur fonds propres. En voici quelques exemples palpables. Nous sommes ici dans le département de radiologie et d'imagerie médicale. Le nouveau scanner acquis 100% sur fonds propres évite désormais le transfert des patients vers d'autres centres hospitaliers de la place. Ainsi, l'examination des patients sur place après prescription médicale assure une rapide prise en charge de la pathologie constatée. Jusqu'à ce jour, le comité de gestion se débat pour liquider le crédit bancaire qu'il a contracté auprès d'une banque de la place en vue d'acheter cet appareil. De l'autre côté, au sein du département de biologie, c'est la quasi-totalité de ces services qui non seulement subissent une réhabilitation, mais sont également bénéficiaires d'un plateau technique à la hauteur d'une institution sanitaire tertiaire, tel que nous l'explique l'un de son personnel. Nous avons acquis l'automate Mindray BS 240, si vous pouvez voir là. Avec ça, nous pouvons réaliser pas mal d'analyses, les analyses biochimiques que nous pouvons réaliser avec ce nouveau appareil Mindray 240. Et avec ça, l'appareil est connecté à l'ordinateur et nous pouvons enregistrer
enregistrer tout ce que nous avons et après les analyses, nous pouvons imprimer. L'Humalite, ici, c'est pour les analyses de l'ionogramme. Et avec ça, nous pouvons faire beaucoup d'électrolytes, au moins 4 électrolytes que nous pouvons analyser. Et de l'autre côté, nous avons aussi les distillateurs. Et l'eau distillée est très importante pour les analyses. Alors ici, avec l'innovation, cet appareil nous fournit une bonne quantité d'eau distillée. Au laboratoire de microbiologie, il y a une nette amélioration de l'environnement de travail avec la paillasse neuve pour un bon espace pour examen de microbiologie. Beaucoup d'analyses peuvent être faites comme l'uroculture, l'hémoculture et autres analyses importantes au laboratoire. Donc l'incubateur, c'est un équipement très essentiel. Nous avons également un frigo qui est neuf. Et puis, comme vous remarquez aussi dans la salle est climatisée. Donc la personne qui travaille dans de bonnes conditions. Il ne va pas trop transpirer, ça va lui permettre de travailler dans les bonnes conditions. Alors dans le frigo, on peut mettre des milieux de culture qu'on a déjà préparés, on va les garder au frais, même aussi les échantillons. Certains échantillons et certains réactifs comme les disques d'antibiotiques. Mais nous sommes en train de travailler encore pour acquérir certains équipements. Donc pour le moment, c'est essentiellement l'espace de travail qu'on appelle paillasse. Nous avons le frigo et nous avons l'incubateur. Et aussi une centrifugeuse. Ça nous permet de centrifuger les urines des malades, séparer les éléments cellulaires des éléments non cellulaires. Quant aux différentes unités de services de biologie clinique, telles que celles d'immunohématologie, celles de prélèvement et celles de la banque du sang, elles ont acquis un nouveau plateau technique. De l'autre côté, il y a le rotateur pour permettre que le colure rouge et le concentré puissent être en mobilité continue. Nous utilisons ce rotateur-là. Derrière, nous avons une centrifugeuse, toujours pour séparer, pour avoir les sérums et les kilos. Les réactions biologiques, ça se passe à une température bien déterminée. Il y a la température qui est fixée à 37 degrés. Alors nous déposons là-bas. Nous avons l'automate. C'est une nouvelle acquisition. Avec cette acquisition, nous faisons beaucoup d'histoires, beaucoup d'analyses. C'est ici où on fait la recherche des dosages, des anticorps, des dosages, des antigènes, des différentes pathologies. Par exemple, le virus. Dans les temps, on cherchait le virus seulement au niveau de l'anticorps. Mais maintenant, avec cet appareil, on peut chercher le virus, voir l'anticorps et l'antigène. Ça nous permet de doser les différents anticorps de l'hépatite B, anticorps de l'hépatite C, ainsi de suite, et l'hépatite E. Il y a cependant certaines difficultés qui font entrave au bon fonctionnement de ce département. Entre autres, les arriérés de paiement des entreprises conventionnées bénéficiant des services de ces unités médicales et aussi les difficultés liées à l'achat des réactifs pour certains examens. Pour ce qui est du département de pédiatrie, le service de néonatologie, par exemple, a été bénéficiaire de quelques acquisitions et des rénovations. Ces derniers sont en cours. Nous voyons là un nouveau frigo pour la biberonnerie. Le service est en train d'être repeint. Ce service présente néanmoins un besoin urgent de couveuses. Il faut en rajouter car celles qui y sont insuffisantes. Il y a également besoin de pousse-seringues et du matériel de réanimation pour nouveau-nés. Notre médecin directeur n'est pas un monsieur du bureau. Il est un monsieur du terrain. Parce que vous pouvez le trouver, vous le croisez partout ici aux cliniques. Il est en train de voir les travaux qu'il a donnés aux gens de faire. Il est en train de voir, donc de faire le suivi. Voir comment on travaille. Là où il y a ça ne va pas, il parle, il fait des remarques. S'il veut tonner, il peut tonner. Mais en tout cas, ils ont PPSICA pour les cliniques universitaires. Les gens qui fouillaient les cliniques universitaires, que c'est trop sale. Je pense que vous avez passé notre couloir. Il n'y a aucune odeur. Il n'y a aucune mauvaise odeur parce que tout est nouvelle.
L'équipe dirigeante à la tête des cliniques universitaires de Kinshasa innove aussi avec la création d'un service de dialyse pour enfants, service tenu de main de maître dans ce domaine. Ce nouveau service permettra de soulager les enfants ayant des problèmes néphrologiques. Il y a aussi l'usine de fabrication d'oxygène. Il y a également l'agrandissement de la morgue et le réaménagement des services mortuaires. Toutes ces nouveautés acquises et entreprises dans cet hôpital public le sont sur fonds propres, grâce au management et au leadership du comité de gestion en place. Voilà des managers à encourager et à primer qui devraient servir d'exemple pour tous ceux qui occupent des postes de gestion de la chose publique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous venez là de suivre, chers téléspectateurs, cet élément de reportage sur les cliniques universitaires de Kinshasa, ce grand hôpital situé sur la colline inspirée à côté de l'université de Kinshasa, avec son comité directeur qui font un effort pour réhabiliter, rénover cet hôpital. Daniel Kazinompoyi. Voilà, tout à fait, Marie-Reine Nzeba. Je crois que chaque fois que nous parvenons à tomber malade, on peut faire des recherches comme nous voulons. Mais si nous voulons avoir, n'est-ce pas, un résultat très escanté, parce que j'ai eu à assister là-bas autant de fois, vous verrez qu'il y a autant de médecins qui entourent le malade, et on dirait tenter de faire une recherche tous azimuts, séance tenante. C'est ça cette particularité. J'ai aimé, n'est-ce pas, ton reportage, où tu nous as fait quand même cet état des lieux. Et dans chaque secteur, les difficultés ne manquent jamais. Tu as eu à les relever. Je crois que le ministre, n'est-ce pas, de la Santé publique, Hygiène et Prévention, son Excellence Kamba Moulanda Samuel Roger est en train de nous suivre. Pour ceux qui, toutes les difficultés que tu as eu à relever, n'est-ce pas, dans ton reportage, je crois que le gouvernement, par le biais, n'est-ce pas, de ce ministère, répondra positivement, n'est-ce pas, à cet appel. Et j'ai vu aussi, dans chaque secteur, les perspectives d'avenir ne manquent jamais. Donc chapeau bas à ce comité, n'est-ce pas, de gestion. Et nous disons bon va. Oui, le professeur Makulo, qui est le médecin directeur, avec son adjoint, le professeur Bodi, ils abattent un travail de titan et voilà pourquoi nous les avons encensés. Il ne faut pas attendre seulement, Daniel, qu'une personne meure pour lui lancer des fleurs. C'est ça. Quand mieux prévenir que guérir. Voilà, et puis ils peuvent servir d'exemple pour d'autres personnes qui ont des postes de gestion dans l'administration publique ou dans la gestion de la chose publique. Voilà, tout à fait. Pour tourner la page, Daniel, nous recevons sur ce plateau pour vous, fidèles téléspectateurs, un groupe d'invités. Il s'agit, je vais commencer par le centre, c'est là au milieu avec la cravate rouge de M. Blaise Bachiluango. Il est président de la mutuelle Banindu du territoire de Mwenga dans le sud Kivu. Et à ma gauche, il y a le vice-président en la personne de M. Flori Luanga. M. Flori Luanga, il est vice-président de la mutuelle Banindu dans le sud Kivu. Et il y a aussi à la droite de Daniel Kazinompoyi, un notable du territoire de Mwenga, de la mutuelle de Banindu. Il s'agit de M. Michel Ndayashuba. Alors, je vous dis bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation sur ce plateau. Avec eux, nous allons parler de la 25e journée de la commémoration du massacre de Kasika, le massacre de Kasika dans le territoire de Mwenga, dans le sud Kivu. Vous savez, dernièrement, le chef de l'État a inauguré le Génocoste. Sur la place des Évolués, il y avait un site qui avait été arrangé pour nous faire souvenir le Génocoste que subit la République démocratique du Congo, et ce depuis plus de 20 ans. Alors, ils sont là pour nous parler du fait que c'est réel. Ce n'est pas une invention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est une réalité. Alors, le massacre de Kasika, plus de 1000 victimes. Parlez-nous de ce massacre. Merci beaucoup, madame, pour la parole. En effet, en 1998, le 24 août 1998, le Congo, comme votre émission Notre Congo, le Congo a été fauché dans son cœur, parce que ses fils étaient tombés injustement à Kasika. Kasika, c'est dans la collectivité de Lwindi, territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu.
un jour normal, c'était un lundi où les gens étaient matinalement dans leur travail quotidien. Et du coup, il y a eu un groupe de militaires rwandais qui étaient venus dans le village et ils sont entrés, ils ont commencé à massacrer les gens impunément. Des victimes sont tombées sans rien faire. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien, dont le chef coutumier François Moubeza III, son épouse qui était enceinte, il venait de se marier, son épouse était enceinte et on a éventré son épouse. Du coup, le pouvoir coutumier a été blessé. Il n'y a pas de succession parce que le Mwami, il est tué, le chef coutumier, sa femme et l'enfant éventré. Et voilà, ils sont allés à l'église, ils ont tué des prêtres à l'église, des sœurs religieuses au couvent. Ces jours-là, à l'église, il y avait 139 personnes. Ils ont été tués à la hache dans l'église. Et ces massacres avaient pris plusieurs kilomètres où ils ont tué des gens. Bon, pour nous aujourd'hui, cette plaie est toujours vive. 25 Pourquoi 25 ans après, nous nous posons une petite question. Quel sort pour les victimes? Où est l'indemnisation? Où est la condamnation des bourreaux? Et quel avenir? À l'avenir, est-ce que ces gens ne peuvent pas perpétrer ce qu'ils ont fait? C'est pourquoi nous réclamons la justice transitionnelle, qui a comme pilier 4 points. La vérité sur le massacre de Kasika, et chapeau vraiment bas pour le président de la République, qui a reconnu les génocides opérés au Congo. Ce n'est pas des chimères, le président a raison, et nous en sommes le stigmate, nous en sommes la preuve. Et à Kasika, vous verrez, demain, ça sera Makobola, ça sera Olungu, ça sera Calais, il y a eu beaucoup de massacres. Mais quant à nous, en tant que des Banyindu, nous disons, il faut la vérité sur le massacre de Kasika, il faut la justice pour condamner les bourreaux, il faut la réparation pour les victimes, et tout faire pour que cela ne se perpétue pas. Pourquoi des gens peuvent comme ça, librement, être mis à mort par des personnes qu'on peut identifier? C'était sous les règnes du RCD, avant la réunification. Et nous savons qu'il y avait des personnes qui étaient des pantins de ces gens, qui étaient devant, mais derrière, nous savons que les vrais responsables, ils étaient là. Mais il faut une enquête sérieuse pour que les juridictions puissent établir la vérité. Est-ce que, monsieur, vous avez suivi la fois passée, il y a le ministre des Droits humains, c'était son Excellence Albert Fabrice, qui a eu à s'atteler, n'est-ce pas, sur cette affaire de la justice transitionnelle. Est-ce que vous avez eu quand même à faire recours, à rédiger des lettres, à introduire quand même au ministère des Droits humains, dans le souci que votre cri puisse trouver gain de cause? Bon, si je peux y répondre rapidement, c'est pour dire nous sommes en train de commémorer la 25e année de ces massacres. Ça veut dire, la première année, nous l'avons fait, nous avons écrit. Chaque jour, aujourd'hui, on a décidé, on dit, bon, on fait une émission à la télé, au niveau de la RTNC, qui est une chaîne nationale, mais on pourra faire aussi un moment de méditation, de prière dans une église, pour qu'on puisse en parler. Mais on a été l'année passée, l'année antérieure, on était à Fatima, dans une grande conférence où nous avons demandé toutes ces choses. La justice transitionnelle. Pourquoi la justice transitionnelle? Les massacres se sont perpétrés en 1998. On ne peut pas dire à la Cour pénale internationale de s'en occuper, du fait que la Cour pénale internationale a vu le jour en 2003. Donc, en matière pénale, et cette cour qui est créée après les massacres, elle ne peut pas se charger de ce genre de crimes. Au niveau national, on n'a jamais eu des enquêtes sérieuses pour pouvoir sanctionner ces crimes. Et donc, comme la Cour pénale internationale ne peut pas s'en occuper, au niveau national, on n'a jamais sanctionné, eh bien, il faut une justice transitionnelle au vu des cris des victimes que nous sommes. Au vu des cris des victimes, nous avons perdu des frères connus. Le chef coutumier, vous savez, quand vous attaquez le pouvoir coutumier, et pour le dire rapidement, nous sommes dans ce qu'on appelle chez nous les Kinyabami ou les Kinyabami. Les Kinyabami, ça veut dire, c'est nous, c'est notre Mwami qui est le géniteur de tous les autres Bami de l'Est. Donc les Bachis sont nos enfants. Les Bafouleros sont nos enfants. Et ils le savent. Ils le savent. Donc si on attaque la tête, les chefs coutumiers des géniteurs des autres Mwami, vous comprenez ce que ça se fait. Parce que là, surtout dans le sud Kivu, on voit qu'il y a 8 territoires
Et là, vous retrouvez quand même, vous tous, le go se donne à partir du territoire de Mwenga. Voilà. Ok, parce que là je vois, il y a Calais, Chaoumba, Mwenga, Fizi, Ouvira, Walungu, n'est-ce pas, Kabare, avec la ville de Bukavu et également Kitu. Oui, pour revenir au vice-président Monsieur Flori Luanga, alors vous pensez que cette justice transitionnelle va enlever le fait qu'il y a eu massacre à Kasika? Merci madame. Non, ce micro est sensible, parlez. Merci madame. Je ne pense pas que la justice transitionnelle enlèvera cette souffrance, mais du moins ça consolera d'une façon ou d'une autre. Et ça nous aidera, nous les Banyindu, de faire notre deuil. Parce que pendant 25 ans, nous n'avons pas fait notre deuil. Et je n'arrêterai pas de dire merci au président de la République, comme l'a dit mon président, habituel pour le geste. Parce que pendant tous ces temps, personne ne reconnaissait le génocide congolais. Et depuis qu'on a lancé les génocosts, et le jour des génocosts, on a parlé de tous ces massacres. Kasika, Makobola, et partout. Même les massacres dans le Kasaï. Je pense que ça, c'est déjà le premier pas, et c'est ça qui fait que nous soyons sur ce plateau aujourd'hui de notre Congo, tout simplement parce que nous nous sentons déjà consolés, mais nous n'avons pas encore fait notre deuil. Tout ce que nous demandons au président de la République, tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider à faire notre deuil. Voilà. Celui qui est à mes côtés, le notable Michel Ndayashuba. Voilà, alors, aujourd'hui nous sommes le 22, dans 48 heures, c'est le 24. C'est le jour J. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme activité ce jour-là? Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Ce qui est entrevu à l'échelle de ces 2 jours devant nous, nous prévoyons avoir une messe de commémoration et à laquelle vont participer les membres de la communauté. Et pour nous, c'est une occasion de se rappeler, de miser sur cette question. Parce que, comme on dit, oublier l'histoire ou oublier les crimes qui ont été commis, ça crée le vide qui risque de faire perpétrer que les mêmes choses arrivent encore. Voilà. Et comme ça, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Oui, sinon le fait pour nous de nous rappeler de ces choses, de les rappeler à l'autorité, c'est aussi contribuer à éviter que ces choses n'arrivent pas encore. Parce que si ça reste dans le silence, si ça reste impuni, comme l'a dit le président de la mutuelle de Banyindu, le risque est grand que la même chose se répète pour le malheur du pays et de la nation tout entière. Monsieur le Président Blaise Bachiluango, ne pensez-vous pas qu'avec le geste du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en reconnaissant publiquement, solennellement le génocide congolais, il y a là une volonté de s'acheminer peu à peu vers une justice transitionnelle? Comme nous l'avons dit, chapeau bas au chef de l'État. Il a vraiment posé l'acte qu'il fallait et en ce moment précis. Je ne sais pas si vous imaginez, 25 ans après, rien n'a été fait et il est le premier à mettre une grande pierre qui pourra nous permettre de passer l'éponge sur ce que nous avons vécu. Et je vais dire, en plus, voyez, nous tous, nous sommes des victimes vraies. Il y a des victimes fabriquées. Par exemple, monsieur le notable Ndayashuba, le 2 août, il était passé à Kasika, il s'est déplacé. Et 2 semaines après... Il a échappé belle. Il a échappé 2 semaines après, et les gens sont morts là où lui il était passé. Vous voyez, sans dire que même dans la guerre d'avant, moi-même je suis un déplacé de guerre, et en fait Bukavu Kisangani à pied pour la guerre de libération. Donc, nous sommes des vraies victimes de là-bas. Mais le témoignage vivant. Quant au massacre, nous disons, nous pleurerons, et nous pleurerons encore, aussi longtemps que des victimes qui existent. Les uns sont nommés colonels, les autres sont des généraux aujourd'hui dans l'armée, alors que nous les victimes, on n'a même pas un capitaine. Ouais, quand nous voyons ces gens-là qui ont perpétré ces choses dans les affaires étatiques, et nous les victimes, on a des colonels qui s'impostent. Voilà. Donc le pays devrait quand même nous... Merci beaucoup, Monsieur Blaise Bachiluango. Nous allons clôturer avec vous par là, parce que nous avons senti en vous le souci de cette justice
transitionnelle et avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous espérons que très prochainement, toutes les dispositions seront prises pour y arriver. Alors, nous allons vous dire au revoir. Fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous sur ce plateau M. Blaise Bachiluango. Il est président de la mutuelle Banindo du Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga. Il était accompagné de M. Flori Luanga, vice-président de la mutuelle Banindou, et de M. Michel Ndaya Chouba, notable de Banindou. Ils sont venus ici pour nous parler de la 25e journée de la commémoration du massacre de Kasika dans le territoire de Mwenga. Alors, pour leur dire au revoir, Daniel. Voilà, puisque nous parlons de la justice transitionnelle, il y a quelqu'un qui a eu à faire une belle chanson là-dessus. Suivons pour corroborer avec ce que nous venons de dire. Pour recevoir M. Jérôme Sekana qui est avec nous. M. Jérôme Sekana est journaliste économique, ancien de l'IFASIC. Vous savez que nous sommes en train de commémorer les 50 ans de l'IFASIC. Et bien lui, il est de l'ISTI, mais aujourd'hui c'est l'IFASIC. Il est également DG de l'agence Galaxy Media, coordonnateur national de l'ONG Toile d'Araignée et puis délégué du grand groupe Angèle. Bonjour M. Jérôme Sekana. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation de ce jour au sein de votre émission Notre Congo LM. Et Daniel est de l'autre côté. Voilà. Vous saluez. Je l'appelle toujours l'homme de toile d'araignée. Vous connaissez bien monsieur ce plateau, vous ne vous êtes pas dit bonjour. Bon, je suis un peu de la maison. Ça, tout à fait. Vous allez bien? Ça va très bien. Daniel. Ok. Monsieur Jérôme Sekana, 50 ans de l'IFASIC. 50 ans de l'IFASIC, qu'est-ce que ça vous fait d'être passé par l'IFASIC? Comment vous ressentez-vous? Je suis très content et je ne peux que couvrir de fleurs les autorités qui avaient pensé mettre sur pied cette institution qui forme les journalistes, dont moi-même, parce que les jubilés d'or que nous célébrons ce jour, c'est un jubilé qui incarne beaucoup de choses. Beaucoup de fierté, beaucoup de professionnalisme. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de la maison RTNC aujourd'hui, avec Madame Sylvie Elingué et le professeur Voto. Ce sont les produits de l'IFASIC. Et vous voyez vous-même le changement. Moi-même, quand je suis arrivé à la tour, j'ai vu une réception qui n'existait pas. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas donner le bistouri à un menuisier et déplorer les dégâts par après. Les bistouris, on les remet entre les mains d'un gynécologue de surcroît chirurgien qui ne peut pas confondre les fœtus avec la planche. Tout à fait. Donc, et pour donner cours comme un doigt, il faut connaître long comme un bras. Donc au jour d'aujourd'hui, la RTNC est en train de faire du bon boulot parce qu'il y a des professionnels. Nous ne disons pas que ceux qui étaient là n'ont pas bien fait, mais au moins nous nous sentons fiers, nous qui sommes le produit de l'IFASIC. Moi, je suis un produit de l'IFASIC. J'ai terminé, j'ai obtenu ma licence avec grande distinction. Et c'est grâce à l'IFASIC que j'ai fait le tour du monde. Juste après, j'ai travaillé au niveau du ministère des Finances pendant une vingtaine d'années. Je suis allé même à Washington, d'ici, où j'ai presté comme consultant en communication, aussi bien à la Banque mondiale qu'au Fonds monétaire international. Je suis allé à la Banque africaine de développement où j'ai travaillé comme consultant pendant 10 ans des Kabiruka. Je travaillais également avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et ainsi que pour l'Union africaine. Vous comprenez que 5 institutions internationales. Grâce à l'IFASIC. Je suis décomplexé. J'ai fait les tours. Quand je me retrouve à Tokyo, j'ai des amis à Tokyo, à Washington, à New York, à New Delhi, à Singapour, partout dans le monde. Grâce à l'IFASIC. Voilà. Donc l'IFASIC nous a formés et je voudrais que cet alma mater continue encore à nous former et surtout à former nos jeunes. C'est pour cette raison que nous recevons au niveau de l'agence Galaxy Media de jeunes que nous encadrons. La preuve que moi-même, vous savez, j'ai 33 ans de carrière des journalistes et déjà j'ai eu à former ma fille
qui a obtenu sa licence aussi à l'IFASIC et qui, j'ai préparé la relève, elle présente fiscalité et développement qui passait sur les antennes de la RTNC. Alors, M. Jérôme Sekane, je suis un peu curieux parce que quand nous prenons l'IFASIC, je vois avec les deux sciences, sciences information et sciences, n'est-ce pas, de la communication. Je pars du côté de la science de l'information, où je vois le journalisme, politique intérieure, politique extérieure, nous avons des multimédias. Mais on avait constaté que dans le journalisme économique, il y avait peu d'étudiants. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui vous avait donné plus le goût, j'espère que vous poussez à affronter cela. Voilà le preuve aujourd'hui. Très bien. Vous savez, les gens n'aiment pas trop des chiffres. Voilà. Moi, j'ai eu une chance particulière. Je suis un déplacé de guerre. Chez moi, au Maniema, où je travaillais... je faisais le journalisme avant d'étudier à l'IFASIC. Et P.A. Sonam Ngongoluowo m'avait repéré. Et à l'époque, 96 déjà, il avait une chaîne de radio et de télé. Il m'a recruté, je fais un test et automatiquement, il a fait de moi un présentateur du journal télévisé et même du JT de la radio. Alors, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance parce que TKM, vous vous souvenez, vers les années 97, TKM s'imposait ici, il n'y avait que 4 chaînes dans la ville de Kinshasa. Il y avait la chaîne nationale, il y avait Antena, il y avait Canal Kin et il y avait TKM, RTKM. En ce qui concerne le journal de proximité, c'est TKM qui faisait la loi. Donc on avait là-bas ceux qui travaillaient ici à la RTNC, qui vont chez toi, Simplice Divine Kalunga, Charles Dimandja Wempi, et bien d'autres qui nous encadraient là-bas. Alors j'ai eu la chance d'aller, ayant constaté que je n'avais pas la formation, il y a une collègue, Michel Makonko, vous la connaissez, elle travaille ici à la radio, qui était avec moi au niveau des TKM, qui m'avait dit, mais toi tu as du talent, mais sans diplôme, ça ne vaut rien. Il faut vraiment que tu puisses. Et mon âge, j'ai aller là-bas. J'ai passé les tests, j'ai réussi brillamment et j'ai brillé de toutes mes flammes. On m'appelait même professeur assistant et j'ai terminé avec grande distinction. Alors, pour répondre à votre question, l'amour des chiffres est né du fait que moi-même, j'aimais beaucoup les chiffres. Dès le départ, je correspondais avec les grandes radios au monde, à travers le monde. Et quand j'arrive à Kinshasa, je suis à TKM, avec l'arrivée de l'AFDEL, vous savez, l'AFDEL faisait des élections, même pour le gouverneur. Alors pour la première fois, il y avait des élections au niveau de la DGI, la Direction Générale des Impôts. Et moi, on m'a désigné pour aller couvrir et j'ai assisté comme reporter à l'élection de Laurent Batoumona à Kandikam. Et c'est lui qui était élu, c'est l'unique DG élu, parce que là-bas on l'autre P.A. Sonam, c'est les DGA Edmond Mwakadienga, qui était avec lui. Alors, je suis entré en contact. Il y a un Mwakadi là-bas. Voilà, je suis entré en contact avec les chiffres. Et curieusement, quand j'entre à l'IFASIC, j'ai dit en tout cas, moi je dois faire l'économie. C'est ainsi que je suis entré à l'économie, j'ai fait le journalisme économique. Et ma chance, en 97 déjà, Mawampanga Mwananga, qui était le ministre des Finances, qui venait d'arriver, Mawampanga, voyant déjà ce que je faisais, avec l'émission fiscalité et reconstruction. Il a ressenti votre talent. Il m'a pris. Et vous imaginez, ça fait aujourd'hui 26 ans, jour pour jour, que je travaille avec toutes les régies financières, un partenariat solide. Avec, j'ai travaillé également avec la Banque centrale, avec le ministère des Finances, du budget, et même la présidence de la République. Vous êtes imposé dans ce secteur. Tout cela, c'est grâce à vos compétences que vous avez acquises à l'IFASIC. Je vous dis, l'IFASIC m'a formaté. Et je suis décomplexé. Je vous dis, j'ai fait les tours du monde, j'ai m'imposé. J'ai posé des actes grâce à l'IFASIC. Le matin, je disais à vos collègues que j'avais réussi, moi, grâce à l'IFASIC, à donner le relais direct via satellite du premier discours du président Kabila à l'époque à New York. Alors que son équipe de presse avait des difficultés pour obtenir les segments satellitaires. Et moi, qui n'avais rien, grâce aux relations, j'ai obtenu les signaux et nous avons retransmis en direct
sur les antennes félicitations, des ragas. Donc c'est pour vous dire que quand on est communicateur professionnel, on peut également faire beaucoup de choses pour son pays. Et grâce encore à l'IFASIC, ayant constaté que dans notre pays, les journalistes économiques, il n'y en a pas beaucoup, de gens perdent de chiffres. J'ai négocié auprès du gouvernement en 2014 et j'ai obtenu un financement du gouvernement central. Je me souviens, tout le gouvernement s'était déplacé et nous avons formé 250 journalistes. Ils sont dans la ville de Kinshasa. 250 journalistes qui sont devenus aujourd'hui des journalistes économiques et qui sont membres d'Étoile d'araignée. On les a appris c'est quoi les finances publiques, c'est quoi la chaîne de la dépense, la chaîne de la recette, comment fonctionne la Banque centrale, comment fonctionne la DGI, la DGDA, la DGA, les régies financières. Toutes les régies financières. Et je vous dis que c'est à partir de ce moment-là que les confrères ont commencé à rédiger des papiers. Vous sentez qu'il y a du contenu et que bon, ils n'écrivent pas n'importe quoi. Donc, et là, moi, c'est une fierté personnelle. Et j'ai eu quand même... l'IFASIC. Et je suis reconnaissant. Et lorsque j'ai commencé à travailler comme consultant international en communication, je suis rentré, je revenais toujours à l'IFASIC pour donner un peu des conférences. Et un jour, j'arrive, on me met dans une salle là, bon, la sonorisation était défectueuse. Alors j'ai dit, mais moi j'ai quand même les moyens. J'ai promis que je vais vous acheter du matériel. J'ai acheté la sonorisation d'une valeur de 4750 $ américains, cash, que j'ai amené à l'IFASIC. Et comme cela ne suffisait pas, étant donné que l'IFASIC était en train de construire, j'ai acheté 100 sacs de ciment. J'ai pris le matériel de sonorisation, plus 100 sacs de ciment, j'ai amené à l'IFASIC pour dire merci mes professeurs, vous m'avez formé et je dois continuer à brandir haut la main le drapeau non seulement de la République mais également de l'IFASIC. Et j'ai promis de retourner là-bas cette fois-là avec du matériel de l'audiovisuel pour les studios. Merci beaucoup monsieur Jérôme Sekana. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'IFASIC. Vous êtes journaliste, vous savez qu'à la télé le temps est compté à la louche. Donc nous vous prions de bien vouloir... Je voudrais peut-être que les gens nous ont suivis le matin. Tout à fait. J'ai promis le matin que j'allais faire un don. Eh bien je viens de le faire. Vous avez fait un don. Merci. Oui, je viens de le faire. Ceux qui m'ont reçu le matin et vous, je suis passé par la direction générale en tant que délégué général du groupe industriel Angèle. J'ai quand même essayé de faire un geste en attendant de revenir encore d'ici la fin de l'année avec un don beaucoup plus important parce que vous êtes des partenaires. Tout à fait. Vous l'avez bien fait, l'IFASIC. La RTLC serait aussi reconnaissante. Merci beaucoup. Monsieur Jérôme, ne quittez pas, attendez. Merci, bon. Je vais vous... Je suis une machine à parler, hein. Ça me fait plaisir. Je l'ai compris. Vous venez de suivre, fidèles téléspectateurs, monsieur Jérôme Sekana, journaliste économique, ancien de l'ISTI IFASIC, DG de l'agence Galaxy Media, coordonnateur national de l'ONG Toile d'araignée. Et avec lui, nous avons parlé des 50 ans de l'IFASIC. Daniel Kazinompoyi, pour lui dire au revoir, qu'est-ce que nous proposons à ceux qui nous suivent? Voilà, pour dire au revoir à l'homme de Toile d'araignée, comme j'aime bien l'appeler, nous faisons un gros plan sur Laurent Munzemba, qui est directeur général, n'est-ce pas, du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. C'est la troisième et dernière partie. Évasion. Nous allons nous évader plutôt, Daniel. Oui. On a beaucoup parlé, nous avons échangé. Alors, là, nous allons souffler. Tout à fait. Là, on fait recours à Bola Moueleke Belé avec Michel Ardi-Bakenda Kalonji. Suivant. Voilà, c'était cette belle chanson de Michel Bankenda que les réalisateurs ont choisi pour nous évader en ce jour 22 août. Daniel Kazinompoyi, cette belle mélodie, j'espère qu'elle a fait plaisir à Laurentine Daya Augustine, à Marie-Jeanne Zeba, à Elisabeth Kachanga, à tous ceux qui nous suivent à travers la RTNC. Voilà, ça fait plaisir également, puisqu'aujourd'hui on est en train de parler de Fabrice. Paul nous a fait signe qu'il y a également Fabrice Wanzeng de Djokoli Kosamba, n'est-ce pas, de la RTNC. Cette belle chanson fait plaisir également à Apoipan, l'oxygène de la RTNC, Lisette Ndiko, Sissi Basila Epenge et Madame Léontine Mangab-Onya, la maman de Daniela Divine et également Octavine Poy. Hortense Valela, Bijou Poire, Atou Dorcas Diakalenga, Virginie Lofembe, tous étaient heureux de cette chanson parce que cette chanson, c'était une manière pour nous de dire merci au bon Dieu car nous ajoutons une année sur
l'autre tranche d'âge. C'est notre jour d'anniversaire et nous avons dit merci aux créateurs pour cette chanson. Voilà, et puis, je profite de l'occasion, Marie-Reine, on dédie aussi cette belle chanson à Angèle, n'est-ce pas, maman Angèle Diazouka, n'est-ce pas, la maman de Dorcas Isabelle Nzouzi, n'est-ce pas, qui est un peu malade présentement. Donc nous lui disons un bon rétablissement à notre qualité de Daniel dans la fosse des lions. Nous poursuivons notre Congo LM sur ce plateau avec un nouveau groupe d'invités. Il s'agit de M. Isaac Ngweza avec son chapeau. C'est là la référence pour ceux qui nous suivent. Un habitué de ce plateau. Isaac, bonjour. Bonjour. Il est accompagné de M. Jean Zadi. Monsieur Jean Zadi, c'est un jeune leader, comme il aime bien s'appeler lui-même. Et je vous dis bonjour. Bonjour, Madame Marie-Reine. Bonjour aussi à Monsieur Daniel. Ouais, salut mon frère. Voilà. Avec Isaac, nous allons parler du bien fondé de la nomination des gouverneurs. Isaac dit qu'il est mieux qu'on puisse nommer des gouverneurs en République démocratique du Congo. Et avec M. Jean Zadi, nous allons parler du bien public et de la veille de la conscience de la jeunesse congolaise. Alors nous commençons avec M. Isaac Ngweza. Pourquoi faut-il nommer des gouverneurs en RDC? Oui, nous commençons avec M. Jean Zadi, qui parle de la protection du bien public, parce qu'il est plus proche de moi. M. Jean Zadi, pourquoi faut-il éveiller la conscience congolaise au respect du bien public? Merci beaucoup, Madame Marie-Reine. Et aussi, je suis content de me retrouver encore sur ce plateau chaleureux de la RTNC. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments à travers le monde et aussi à travers notre pays. Si nous sommes ici sur ce plateau afin de parler de la protection de biens publics, mais également parler aussi de l'éveil de conscience de la jeunesse congolaise, c'est parce que nous sommes touchés par un point très important qui a fait que nous puissions nous retrouver sur ce plateau. Lequel? Oui, madame. Bien évidemment, toutefois, vous savez, l'autre fois quand j'avais passé l'émission avec vous, je vous avais parlé d'un élément. Je vous avais dit qu'il y a certains points très importants que je tire souvent dans le programme gouvernemental, c'est-à-dire dans le programme du développement des 145 territoires à la base. C'est ça, oui, tout à fait. C'est de là que je reviens trop rapidement pour vous dire que le chef de l'État, dans son programme du gouvernement, il a mis l'homme au centre et il a préféré que la femme soit représentée, il a préféré que la jeunesse soit représentée. Et là, madame, vous allez comprendre que dès son avènement au pouvoir, le président de la République, le premier événement d'abord, il a fait appel à la jeunesse. Vous allez vous rappeler de cette date-là, c'était au palais du peuple. C'était quoi? C'était le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à la jeunesse congolaise. Là, c'était le premier élément d'abord. Le deuxième élément, tout ça ici, j'ai tiré dans le pilier de son programme, ok? Le deuxième élément, le président de la République a fait appel encore à toute la jeunesse, ok, de s'inscrire, ok, pour renforcer notre armée. Et déjà, plus de 40 millions de jeunes déjà inscrits. C'est de là qu'aujourd'hui, vous parlez de la montée en puissance de notre armée. C'est suite à cet appel-là. Et les jeunes avaient répondu favorablement. Troisième élément, madame, c'est la création de l'Union sacrée. En créant l'Union sacrée, on va faire appel à tout le monde, sans exception. Les jeunes s'y trouvaient et tout le monde était là. Et pour peut-être finir aussi, l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Je vous dis, là, c'était une ambiance incroyable. Plutôt, c'est de là que je vais maintenant plus parler de la protection de biens publics. Madame, allez-y comprendre, depuis 1960, que notre pays aille avoir son indépendance, il y a des choses que les Congolais n'ont pas vécues et n'ont jamais vécues, que nous avons vécues cette fois-ci avec le 9e jeu de la francophonie. Voilà. C'est de là que je vais d'abord définir le bien public comme étant un bien qui peut être consommé par tout individu.
c'est un bien qui peut être consommé par tout individu. Vous, moi, l'autre et quiconque. Et là, il faut comprendre que ces biens publics-là, ok, il faut qu'il y ait une protection de ces biens publics. Un petit exemple, madame. Allez-y, moi je suis passé sur Triomphal, vous arrivez au niveau de 20 mai là. Je trouve un jeune garçon là, qui est là, excusez le terme, qui est là en train de pisser au mur. Mais madame, dites-moi à peine que ce jeu a été réhabilité, plutôt ce terrain a été réhabilité. Et voyez-vous maintenant ces actes que la jeunesse aussi et aussi les Congolais posent. Est-ce que cela c'est une bonne protection de biens publics? Non. Voilà. C'est-à-dire que moi, étant que jeune aujourd'hui, je me suis donné l'accès, je me suis donné le courage, je me suis engagé à passer ici sur ce plateau afin de parler de cette protection-là, madame. De la même manière aussi, j'en appelle à tous les jeunes qui me suivent à ce moment, moi étant que jeune aussi, de comprendre que la jeunesse qui y a tant resté dans la distraction, la jeunesse qui était dans la distraction aujourd'hui sous la roulette, je dis bien du président de la République, qui a fait appel à tous les jeunes dans beaucoup de choses, c'est de là que les jeunes doivent comprendre que l'avenir c'est aujourd'hui et non demain. Parce bon, rapidement, monsieur, un conseil clair que vous pouvez prodiguer à ces jeunes qui sont souvent manipulés. On a bien fait tout ce qu'on a construit, mais vous voyez certains politiciens les manipulant pour aller saboter. Absolument, M. Daniel, j'allais arriver là. Oui, parce qu'on doit finir, nous courons déjà derrière. Je sais, c'est de là aussi que je donne un conseil très chaleureux aux jeunes que ne restons pas dans la distraction et être derrière les politiciens aujourd'hui, qui, en vous donnant 5 000 francs, 10 000 francs, vous allez marcher pour quel objectif et pour quel but que vous poursuivez. Et de là, vous risquez par exemple aujourd'hui d'être fracturé et maintenant, est-ce que vous vous prendrez en charge avec ces 5 000 francs? Point d'interrogation, ça ne sera pas facile. C'est de là que je vais essayer d'abord de demander par rapport au temps, mais sinon, le temps qui nous est réparti est trop minime. C'est nous une partie remise, tu reviendras prochainement. Vous avez le plateau de notre Congo pour partager vos avis et opinions au public. Ce n'est pas une dernière, vous reviendrez prochainement. Avec Isaac Ngwenza, Daniel Kazinopoï, nous allons parler de lui, il est d'accord pour le fait qu'on peut nommer des gouverneurs. Isaac Ngwenza. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est mieux que le gouverneur soit nommé au lieu d'être voté, comme le prévoit la constitution de la RDC? D'accord. Avant de le dire, je salue d'abord Madame Chaloupa Mireille. C'est à cause de ce que j'ai vu hier chez elle que j'ai pris la décision de la télévision parler du bien fondé de nomination de gouverneurs et non élection au second degré, comme ça se passe dans notre pays. Hier, j'étais chez elle. Je vais rendre visite à cette veuve. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des victimes des violences suite à la religion. Alors, conviction et leur religion. Jacques Chaloupa est mort à cause de ses convictions politiques. Tout le monde le sait. Je suis allé rendre visite à sa veuve. La maison voisine a pris feu. Cette dame est vraiment courageuse. Elle a pris un extincteur chez elle. Elle est allée chez ce voisin parce que la porte était fermée. Elle a cassé la fenêtre. Elle est entrée avec son extincteur. Pour éteindre le feu. Elle a posé un geste de générosité. Voilà. Et je me suis dit, quel est le lien avec la nomination des gouverneurs? Si on avait un gouverneur dans cette ville qui a des idées ou qui sait comment gérer la ville et que chaque maison avait un extincteur. Chaque maison qu'on a dans la ville de Kinshasa a un extincteur. On éviterait le pire. Je vous jure, tout ce qu'on voit dans la ville, ça ne peut pas arriver. Parce que dès que le feu commence, on prend l'extincteur, on vient, donc il faut une sensibilisation. Il faut sensibiliser. Et je lui ai dit, elle pourra revenir ici lundi pour parler aussi de ce qu'elle réclame avec son mari qui est mort à cause de sa position politique comme tout le monde. Donc Mireille, tu viendras lundi toi-même. Isaac Ngwenza, s'il te plaît. Je vais entrer dans le vif du Monsieur Isaac Ngwenza. Bien fondé de la nomination et non des élections de gouverneurs. D'abord, prenons l'exemple d'un député provincial parce qu'on donne l'élection du gouverneur à une élection au second degré. C'est-à-dire à une poignée de gens, 20 ou 25, qui doivent élire le gouverneur. Vous voyez, par exemple, on va aller aux élections. Quelqu'un
Isaac Ngwenza, s'il te plaît, je t'informe que nous devons passer à notre rubrique. Toi, tu es un habitué des nôtres. Souffre, s'il te plaît, vu que le temps que nous est imparti arrive à son terme, que nous puissions proposer à nos téléspectateurs joyeux anniversaire. Tu reviendras le lundi pour nous parler de pourquoi nommer les gouverneurs. Alors, ok, merci. Daniel, tu peux, nous allons passer à la rubrique page rose de cette journée, joyeux anniversaire. Voilà, tout à fait, voyons ce que Jules Chimanga nous propose. Joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez votre anniversaire en ce jour 22 août. Joyeux anniversaire à vous. Voilà, toutes les bonnes choses. Alors nous profitons de l'occasion pour souhaiter pour déclarer prompte guérison, n'est-ce pas, à notre confrère Daniel Sabois, n'est-ce pas, du Pendou, qui est hospitalisé présentement. Il a l'hôpital RVA de Kikwit, RVA, n'est-ce pas? De Kikwit? Non, pas Kikwit comme n'est-ce pas, territoire, mais plutôt l'avenue Kikwit à Lingwala. Voilà, parce que lorsqu'on parle de Kikwit tout court, les gens croiront que c'est ici à Kinshasa, sur l'avenue Kikwit. Donc, prompte guérison, n'est-ce pas, notre confrère Daniel Sabois. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Daniel, qu'est-ce que tu dis? Voilà, nous remercions les téléspectateurs de la confiance, n'est-ce pas, qui nous ont accordé. Je crois que nous allons poursuivre le lundi prochain, comme tu as promis à Isaac Ngwenza que nous le recevons pour lundi prochain. Ok, merci à vous qui avez choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous tenir compagnie, surtout dans ce programme Notre Congo LM. Restez scotchés là où vous êtes et continuez de nous suivre. Nous vous disons au revoir.